il va nous présenter donc un travail qui est déjà fait. Il va nous montrer comment la planche est travaillée, quelle est sa méthode de travail, et puis en même temps, moi, je vais lui poser des questions. On va voir comment ça fonctionne. Je lui en poserai plus ou moins en fonction de comment il réagit, parce que des fois, quand on pose des questions, ça peut arrêter un auteur qui est en train de montrer des choses. Et là, le but, quand même, c'est de montrer des choses. Donc, il est probable que je pose beaucoup de questions au début et que je réduise en fonction du retour. Donc, juste pour commencer, donc là, on va présenter un travail numérique, Geronimo. Oui. Avant, tu travaillais... 1, 2, 1, 2. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Vous l'entendez au fond? Bonjour. On va travailler donc en numérique ici, mais avant tu travaillais sur papier en traditionnel. Pourquoi tu as fait cette bascule en numérique? Ouais, toute ma vie j'ai travaillé en tradi, carnet, feuille, tout ça. Et je suis passé en numérique en 2019, il me semble, à la fin de mon premier manga, donc L'Île Berry, qui était en 3 tomes. J'ai pas de page sur ma clé USB. Qui était tout en tradi, et je suis passé en numérique à la fin du tome 3 parce que ça coûte cher, le tradi, tout simplement. C'est vraiment, d'accord, c'est une question d'argent. C'est vraiment niveau budget, acheter les pages, l'encre, les plumes, etc. Ça revenait trop cher. Et là, il y avait juste à avoir la tablette et le logiciel, et puis let's go, quoi. Donc, ok. Et niveau temps, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est un gain de temps de travailler en numérique aussi, il n'y a plus à gommer les pages, il n'y a plus à scanner les pages. Ça, c'est catastrophique comme c'est long. Après, c'est cool d'être toujours en tradi, hein. Il y a le côté authentique, le côté de l'original, en convention qu'on montre et tout. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse forcément. Le but, c'est de rendre les pages à temps et d'aller le plus vite possible, entre guillemets. Ok, très bien. Donc là, on va voir un peu cette planche qui est une planche de quel volume? Donc là, c'est le tome 3. Donc si vous ne l'avez pas lu, ça spoil de ouf. Et, donc je suis désolé, parce que c'est un tome assez centré sur l'action. C'est un tome full action. Et il y a tout un chapitre, là, donc j'ai ouvert quelques pages, le chapitre 17, où il y a une séquence de 10 pages sans dialogue, avec que de l'action, où l'action s'enchaîne normalement assez bien, si j'ai bien fait mon taf. Et donc voilà, pour ceux qui l'ont pas lu, gros spoil, mais c'est que de la bagarre, donc en soi on s'en fout. Donc ça, c'est un truc que j'ai dit juste avant, c'est quelque chose que je fais jamais quand je travaille, c'est intellectualiser mon travail. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude de faire. Je réfléchis pas à telle case va parler de telle chose. Là, par exemple, là, il y a ici je sais pas si. Une sorte de ligne de vitesse. En plus, c'est pas mon matos, c'est pas ma tablette et tout, donc c'est assez compliqué. En fait, dans la première case, il y a les espèces de grosses lignes de vitesse blanches là, qui sont la résultante de la page d'avant. Ici. Et du coup, normalement, qui devrait guider le regard. Normalement. Donc ça, tu fais attention quand tu construis ta planche à guider le lecteur dans la planche. C'est quelque chose qui te... Normalement, ouais. Non. C'est un truc... si le travail est bien fait, l'œil, il doit balayer la page comme ça. Sans qu'on se pose de questions. Je ne sais pas si on voit bien. Si on voit bien. Sans qu'on se pose de questions, là, avec les orbes du personnage qui partent comme ça, qui normalement emmènent l'œil à regarder ici, sur ce personnage qui tape sur la case et qui emmène là, normalement qui emmène ici pour que le lecteur tourne la page. Mais ça, c'est des trucs auxquels je me pose la question, je réfléchis pas. Tu le fais de manière automatique, dès ton storyboard. Voilà. J'allais dire naturel, mais c'est même pas naturel, c'est juste automatique, avec la pratique, etc. Alors, il y a des fois où c'est catastrophique, hein. Il y a peut-être des trucs où ça fonctionne pas, où c'est raté. Alors, j'ai montré cette page, mais ça n'a aucun rapport avec ce que je dis. Hein. Mais, par exemple, là, le personnage, il se propulse là à travers la case, et ici, il se propulse comme ça, pour guider l'œil ici. Et là, normalement, le personnage, il aurait dû donner le coup de pied dans l'autre sens. Mais pour garder le mouvement, qui part comme ça,
je l'ai laissé partir comme ça, le perso. Et de toute façon, il y a un autre perso ici, dans le fond, qui emmène avec son coup. Il est où mon curseur ? Ok, donc ça, c'est quelque chose qui t'arrive plutôt naturellement. Pas du tout. Vraiment, non, j'ai mis 1000 calques. C'est pas que c'est pas naturel. Il y a des automatismes qui viennent souvent, les découpages d'actions, tout ça, mais poser ma caméra à tel endroit, c'est beaucoup de réflexion. J'ai vraiment ce syndrome où je vais pas tester des trucs, où je vais rester pendant des heures, vraiment, devant ma page blanche, m'arracher les cheveux, me tirer sur les joues et tout, pour essayer de visualiser mentalement à quoi va ressembler la scène, et réfléchir à la page d'après, comment elle se répercute par rapport à la page d'avant. Là, je sais pas si... Bon, ciao le stylet. Je sais pas si... ouais, là, ça c'est la page d'avant, donc elle tape sur la case du haut, et normalement, là, on tourne la page et elle se fout sur la tête d'un Wendigo. Et après, là, est-ce que c'est la page d'après ? Non, c'est pas la page d'après. C'est pas du tout la page d'après, donc tant pis. Mais normalement, j'essaie de... Quand je fais mon premier storyboard, je peux montrer mon storyboard. Tac. Ah yes. Ça c'est le storyboard d'une case. Ça c'est le crayonné. Ouais, il y a le storyboard là. On comprend rien. Il y a plusieurs storyboards souvent pour une seule case. Là voilà, c'était la première idée, celle qui a été ancrée. Il y avait celle-là aussi, où elle était vue de dos, avec l'autre personnage ici. Là. J'ai préféré opter pour... Là, elle suit vraiment le truc comme ça, mais comme on tourne les pages par là-bas, vers la gauche, ça pouvait induire en erreur, même si, normalement, si on est pris dans l'action, on se pose même pas la question, oui, c'est ça, on se bloque des pas fois... et on tourne la page, surtout quand c'est une scène comme ça, sans dialogue, en plus il n'y a pas d'onomatopée qui viennent, comment dire, pas brouiller, moi je fais plus d'onomatopée, parce que c'est un truc qui me prend la tête. D'accord. En fait, l'onomatopée, ça fait partie du dessin, c'est pas juste du bruit qui va venir... comment dire, magnifier la page, mais en fait, ça va faire partie du dessin. Clairement, il faut y réfléchir, il faut le travailler. Si l'action, elle est coupée, l'onomatopée, il va être tranchant. Et ça, déjà, je me prends assez la tête sur mes pages. Alors, si en plus, il faut réfléchir aux onomatopées. J'en mets quelques-uns. Je mets des petits onomatopées quand il y a des bruits qui ne sont pas évidents à comprendre, mais quand c'est un coup de pied, quelqu'un qui passe à travers un monstre... C'est ça, tu fais passer par l'image directement. Je pense que le lecteur comprend le bruit, comme ça tombe bien, Shinichi Sakamoto, il est ici, il met aucun onomatopée. Et on m'avait raconté l'histoire d'une page où il y a une métaphore, une montagne qui s'écroule et tout. Le lecteur, normalement, il sait quel bruit ça fait, entre guillemets. Oui, donc c'est ça. Pas de... et du coup, là, tu as ton storyboard, du coup, tu as un petit essai. Ça, tu le présentes à tes éditrices ? Ça, oui. Généralement, elles comprennent. C'est elles qui valident, du coup, qui valident les positions, les choses comme ça, ou elles sont, elles, plus sur l'histoire Moi, ce que je fais, c'est que je leur envoie un script d'abord, juste à l'écrit, pour valider l'entièreté du tome. Ensuite, je storyboard. Généralement, je storyboard chapitre par chapitre. Le tome 3 a été fait chapitre par chapitre. Donc, à chaque validation de chapitre, ensuite, j'enchaîne sur le crayonné. Là, pour le tome 4 que je fais actuellement, j'ai storyboardé tout le tome. Un truc que je ferai plus jamais, parce que c'est trop long, mais ça permet d'avoir une vision globale. Et sur ce tome, comme il était assez compliqué à écrire, c'était mieux d'avoir toute l'entièreté, parce que comme ça, le dernier chapitre fait écho au premier, et il n'y a pas d'incohérence. Et du coup, moi, je leur montre ça, et après, généralement, elles voient la page ancrée. D'accord. Donc, je ne monte pas le crayonné, quelquefois si, quand c'est nécessaire. Mais généralement, avec ça, Donc, tu as ça, les dialogues, quand il y a des dialogues dans la page ? Il y a les dialogues, toujours. Là, on voit... Ça, c'est vraiment le premier jet, avec
par exemple, là, c'était décentré, là, c'était totalement autre chose. Et du coup, ça a donné ça, pour ensuite donner ça. Il y a toujours... L'action, c'est assez compliqué, parce qu'il faut savoir où mettre l'intention, Oui. où mettre la caméra, surtout. Et il faut que ce soit pas cinématographique, enfin si presque. En fait, il faut que ça coule tout seul. Et c'est vraiment le plus dur. Les scènes d'action, les scènes de dialogue, j'ai pas trop de mal, je pense. Ou dans le sens où c'est du champ contre champ, les persos échangent. Oui. Mais les scènes d'action, où il faut vraiment que ce soit pas fouillis et que ce soit lisible. Je sais que sur le tome 1 de Reaper, j'avais beaucoup de mal. Mes scènes étaient assez illisibles, certaines, assez fouillies. Le tome 2 s'est amélioré. Là, le tome 3, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment le retour des lecteurs qui a dit que les scènes étaient beaucoup plus fluides. C'est ça, beaucoup plus fluides et lisibles. Et tu as des inspirations particulières? Tu as des auteurs qui t'ont plus influencé qu'autre chose pour faire ces scènes d'action Pour les scènes d'action, dernièrement, ça se voit sur ce genre de double page, c'est vraiment Dan Dadan et Gashiakuta. Gashiakuta moins pour l'action, Gashiakuta c'est plus pour le style graphique et tout, qui m'a beaucoup marqué. Mais les doubles pages à la Dan Dadan, sans onomatopée, avec des speedlines qu'on voit en bas là, je sais pas si... Ouais, bon. Qu'on voit vraiment faites à la main. Il n'y a plus de speedline tracé à la règle. C'est vraiment, il se prend pas la tête. Je me suis dit, je vais faire pareil. Avec de la trame en fond qui explose pour mettre des petites particules. Je sais pas si on... Ici, avec la trame qui est grattée pour ajouter de l'effet, quoi, tout simplement. C'est juste pour montrer que l'action part d'ici et que... Oui. Ok. Voilà. Et j'en profite, là, je vois que tu zoomes sur la planche. On se pose toujours la question, est-ce que c'est pas un peu le risque en numérique, un peu le syndrome Kentaro Miura, où on va faire le détail minimal de la planche. Comment tu fais pour te dire, c'est bon, là, j'ai assez de détails pour m'arrêter, quoi. Déjà, il y a Clip Studio qui crache, mais après, moi, je me fixe une limite de zoom, et après, je zoome pas plus. C'est ça, ouais. Donc, c'est vraiment, je vais pas plus. J'essaie de faire en sorte que je travaille sur le format d'impression, donc c'est même pas sur un format B4 ou quoi. C'est vraiment le format qui va être imprimé, quoi, du 11 par 13, je crois, 11 par 18, pour que les trames ne moirent pas, tout ça. Et je me fixe une limite de zoom et je la dépasse jamais. À part quelques fois quand vraiment il faut rajouter un petit truc ou quoi. Mais sinon. Ok. Et Clip Studio est mort. Alors le temps que le studio, le logiciel s'arrête ou redémarre. C'est quoi comme logiciel? Et pourquoi tu as choisi ce logiciel de dessin? Ouais, il a craché. C'est Clip Studio Paint, du coup. Pour moi, c'est le logiciel pour faire de la BD, du manga, le plus adapté. Ouais, vas-y. Le plus adapté. Vraiment, de base, je pense que le logiciel est réfléchi et créé pour faire du manga, avec des features, je peux montrer après, des features pour créer vraiment sa page au gabarit, etc. Mais là, on le voit à peu près. On voit les gabarits, on voit toutes les traces de coupe, etc. Oui. Je vais essayer de relancer la page. Où en fait, il y a déjà un gabarit de fait. Hop. On voit là, ici, les traits de coupe. Oui. Je peux enlever. Donc c'est l'endroit où on va couper le papier en réalité, pour fabriquer le livre. En fait, il y a ici, pour les doubles pages, c'est assez spécial, mais ici, c'est là où ça sera coupé. Le cadre intérieur, c'est là où il y a les textes, normalement. Et après, ici, c'est du dessin libre, quoi. Il n'y a pas de truc. Il y a trois cadres. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais. Il faut vraiment que je... Ouais. Ok. Nickel. Donc voilà, là tu as ton gabarit du coup qui te permet de savoir où dessiner. Et donc comme on le voit, en fait, c'est un avantage aussi. Voilà, si tu remets ça, on voit que tu dépasses. Pourquoi tu dépasses? Est-ce que tu peux expliquer concrètement pourquoi tu dépasses de ces lignes alors qu'on a dit qu'on coupait Moi, je dépasse parce qu'on ne sait jamais. En fait, ça va couper. Ça coupe jamais très net.
ça va couper un peu au-dessus, un peu en dessous. Donc vaut mieux aller jusqu'au bout de la feuille. On ne sait jamais. Comme ça, il n'y a pas de... Je sais que sur le tome 3, il y a certaines cases où je ne suis pas allé au bout. Et du coup, il y a des petits bouts qui manquent. Ça va, il y a une case comme ça. Après, en double page, il faut penser aussi à l'intérieur du bouquin, parce qu'après, le bouquin, il est plié. La reliure, le bouquin est plié. Donc, si on met, comme dans un Berserk, par exemple, la double page de l'éclipse, là, où il y a la tête de Guts en plein milieu, et du coup, il est tout fin. Il a une bonne tête. Ou dans Domu de Otomo, je crois, où il y a une grosse tête en plein milieu, et du coup, il a plus de nez, en fait, le perso. Donc voilà, en fait, ce gabarit, oui, il sert à ça. Donc autour, on a ce qu'on appelle le fond perdu. Donc on dessine dedans quand même, parce que en fait, quand on coupe, c'est de l'industrie, hein, on coupe à 3 mm près. Donc il faut ce dessin. Et c'est vrai que le cadre que vous avez dans chaque planche, là, le rectangle, si on est par exemple trop près de la reliure, c'est-à-dire le trait central, c'est-à-dire qu'on va avoir une bulle qui se trouve dans la reliure, et forcément, il va falloir ouvrir le livre en extrêmement grand pour pouvoir lire. Et inversement, si elle est trop sur le bord, elle risque d'être coupée. Ce que vous avez déjà vu en achetant des mangas, je pense, hein, ça arrive malheureusement. Et du coup, on perd une partie de texte. Là où j'ai mis les traits rouges, c'est là où ça coupe. Voilà, généralement. C'est ça. Et du coup, en double page, généralement, on réfléchit sa compo. Là, je disais pour Domu et Berserk. Je pense en fait, ils ont pensé original à la base. Ils ont pensé vraiment la belle page. Et puis, je pense qu'ils s'en foutaient de la reliure, tout simplement. Mais j'essaie. Comme moi, je suis en numérique, il n'y a pas forcément d'originaux papier. Oui. J'essaie de ne pas mettre d'éléments importants en plein milieu, quoi. D'accord. Et au niveau proportion, là, par exemple, on voit qu'il y a son bras là, sur la planche qui est en plein milieu de la reliure. Ouais. Tu fais comment, du coup? Tu le fais plus long, le bras, pour que quand le livre est juste ouvert, tu aies l'impression d'avoir la taille du bras, ou tu fais pas attention à ça? Non, même pas. Alors, en tradi, quand on a double page, 2 pages B4 qu'on va venir couper, c'est préférable de couper la gauche et la droite des 2 feuilles et les scotcher ensemble. Là, en fait, le gabarit, il est déjà réfléchi avec les paramètres. Donc ici, c'est déjà, entre guillemets, coupé, scotché. Donc c'est ici que ça va couper. J'ai répertorié, non pas du tout, rapporté. Oui. J'ai rapporté le milieu sur les côtés. Ok, très bien. Tu veux partir de quelle planche pour montrer du coup le étape par étape celle que tu préfères? Celle-là, à la limite, elle est ouverte. Donc là, on est sur le crayonné. Donc là, c'est vraiment ça, c'est le storyboard. C'est le premier jet. Okay. Storyboard que les éditrices voient. Donc, et ensuite, elles voient l'ancrage direct. Et moi, de ça, après, c'est un truc que j'aime pas développer mon storyboard à 100%. D'accord. Je préfère vraiment partir sur le côté sensible, entre guillemets. Vraiment pour garder un peu de spontanéité. C'est ça, la spontanéité. Ouais. D'accord. Et après, c'est au crayonné, c'est une fois que c'est validé que je vais venir détailler plus. Là, la pose de Lens, par exemple, au premier plan, elle était complètement foirée. Du coup, j'ai préféré retravailler la pose entièrement. D'accord. Et concrètement, comment tu fais? C'est-à-dire que tu laisses derrière le calque avec ton premier jet, ou tu repars comment on voit que là, l'opacité est réduite au max. Moi, je fais souvent, je réduis à 20. Et après, là, je repasse par-dessus, tout simplement. Et même entre le crayonné et l'ancrage, il peut y avoir des changements. Je crois que la tête de Lens, elle a changé entre le... Ouais, elle a changé. Ah non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. Ah si, elle a changé. Et voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer un test, par exemple, je sais pas, les lignes de vitesse en bas? Comment tu t'y mets Alors c'est peut-être le plus dur, je sais pas, un truc plus simple peut-être pour... Non, c'est avec la tablette, ça va être compliqué. Avec la tablette, ça va être compliqué. Ah, ça, c'est un truc que je... C'est vraiment pas mon matos, du coup. Parce que du coup, tu prédéfinis des outils, c'est ça? Non, là, c'est vraiment tout à la main. Là, il n'y a pas d'outils au préalable ou quoi. Pour les traits de vitesse en bas, je crois que tout est sur le même calque en plus.
Ouais, tout est sur le même calque. J'ai pas, je fais rarement plus de un calque, à part si vraiment il faut rajouter un petit effet, une petite trame ou quoi, comme les trames sont automatiquement sur d'autres calques. Mais généralement, je fais tout sur le même calque. Et là, ça va être compliqué de montrer. Parce que le curseur se bat avec moi. Généralement, je suis sur tablette avec écran. Donc, j'ai vraiment directement le... Tu vois directement ce que tu es en train de faire. La sensation du travail. Là, c'est un peu plus compliqué de... C'est juste le curseur qui veut m'emmerder. Top. J'ai envie de tout casser. On est sur Twitch en plus là, non ? On est sur Twitch, ouais. Non mais c'est pas grave, sinon on va passer à des questions plus classiques. Donc voilà, je sais pas si vous avez entendu, en fait à la base c'est pas son matériel, il a pas pu amener son matériel même, donc on lui prête une tablette et donc forcément quand notre propre matériel c'est forcément plus compliqué. Surtout qu'il dessine du coup directement sur sa tablette qui a un écran, donc on n'a pas le même effet. Si tu veux on peut passer à des questions plus classiques. Oui. Toi, tu as découvert le manga à 8 ans avec le tome 35 de Dragon Ball. Oui, mais comment vous savez tout ça ? Ah bah, je m'informe. Je parle trop. Oui, j'étais en primaire et il y a un pote qui a emmené le tome 35 de Dragon Ball et qui me l'a donné. Et c'est le combat de Gohan contre Cell. C'est l'un des tomes les plus... Vraiment le coup de foudre. Vraiment, juste avant ça, je lisais Boule et Bill, Astérix, tout ça. Et tu lis Dragon Ball, c'est vraiment un tout nouveau monde, quoi. Et ça m'a mis une claque. J'ai rangé mes Astérix et Boule et Bill. Je suis passé à Dragon Ball, j'ai acheté les Naruto, Oshinenji, La Loi du Eki, tout ça. One Piece aussi, ouais. Qui m'a grandement influencé. Et Clip Studio a encore crash. Alors Clip Studio Paint est incroyable, c'est vraiment un logiciel de fou. Et ça fait tout le temps ça ou à chaque fois ? Non. D'accord, là, c'est un coup de clairement pas. Mais au moins vous pouvez regarder la double page. C'est ça, on peut la voir longtemps. Très longtemps. Mais non, mais c'est vraiment, si vous vous destinez à faire du manga ou quoi, le logiciel il est vraiment pas cher. Vous le payez une fois et c'est bon. Et il permet énormément de choses. Après, il y a des features en plus, Clip Studio Paint 2, Clip Studio Paint 3, je sais pas quoi, leur mise à jour, j'ai rien compris. Mais payant en plus, moi j'ai pris la version de base, et 20 €, et puis nickel quoi. Après, il y a Clip Studio Paint Pro et X. Yes. Et X, il y a la feature que je peux montrer, où oui. Je sais pas si c'est... Ouais, c'est X. Ou non, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Où on peut créer son gabarit et surtout... Je vais tout casser. Et surtout, en fait, on peut créer là, ici, on peut ouvrir plusieurs pages en même temps, en fait. On peut ouvrir tout son chapitre en même temps. Ici, pages multiples. Moi, je mets souvent 30-35 pages parce que c'est des gros chapitres, entre 17 et 35 pages. Et du coup, ça m'ouvre tout le chapitre, toutes les pages. Je ne vais pas le faire parce que ça va... Je sais pas, j'ai peur que ça crache. Mais en gros, sur le côté gauche, vous avez un onglet qui s'ouvre. En vrai, je peux peut-être ouvrir mon chapitre. Ouais, désolé, parce que le logiciel va être installé sur un ordinateur qui n'est pas très récent. Ouais. C'est juste l'ordinateur qui ne fonctionne pas que le logiciel, à vrai dire. Mais... Je vais ouvrir le chapitre, comme ça, c'est... Il est où le fichier CMC ? Yes, il est là. Et en gros, ça va ouvrir sur tout le côté gauche toutes les pages. Et tu as en visu direct toutes les pages qui te permettent de... Tu peux feuilleter directement tout ce qui a été fait. C'est ça, s'il les ouvre. D'accord, c'est une sorte de mix entre Photoshop et InDesign. Tu arrives à avoir les deux logiciels en un, quoi. Possible, ouais. Ok. Donc, ouais, tu as cette découverte du manga à 8 ans. C'est le choc et, comme tu dis, tu plonges dedans totalement. Oui. À partir de quel moment, par contre, tu te dis, tiens, je peux en faire mon métier ?
Je crois que c'est à 15 ans quand je rencontre Renaud Lemaire. Toujours la même histoire. À Vaison-la-Romaine, où je lui montre mes dessins. Et en fait, à 15 ans, je découvre qu'il y a Dreamland qui existe. Ça vient de sortir, il y a le tome 1, c'est en 2006. 2006. Et en fait, je vois que le mec s'appelle Renaud Lemaire. Je vois à la fin du tome, le mec, il habite à Montpellier. Et je me dis, mais c'est possible du coup d'être en France et de faire du manga. Et à partir de ce moment, c'était foutu. Et donc tu le rencontres. Qu'est-ce qui se passe quand tu le rencontres ? Oui, je suis allé le rencontrer plusieurs fois. Je l'ai un peu stalké à mes 15 ans, 2-3 fois. Parce qu'en fait, comme il est du Sud, il venait, et je suis aussi du Sud, d'Avignon, tout ça, il venait dans le coin dédicacé. Je suis allé... Comme c'était le début, il n'y avait pas grand monde, donc je pouvais lui montrer des dessins, poser des questions, etc. Et petit à petit, comme ça, il reconnaissait mes dessins, mon travail, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. D'accord. Et du coup, ton premier manga, c'est L'Île Berry, mais il arrive quand même beaucoup plus tard. En 2000, j'ai signé L'Île Berry en 2017, je crois. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Comment Voilà. Ça y est, on y arrive. Ouais, le truc sur le côté là, qui permet d'aller et venir sur les pages directement et d'avoir un visu en fait directement de toutes les pages quoi. C'est ça, puis d'avoir les doubles pages aussi directement c'est ça. Sous les yeux. C'est ça, pour avoir un visu droite-gauche pour justement pour l'œil qui va balayer les deux pages, parce que ces deux pages là par exemple elles sont côte à côte. Oui. Et il faut penser que en fait, quand on va ouvrir le bouquin, généralement l'œil, il va sur cette case en haut, alors que c'est la page de gauche, alors qu'il faut commencer ici. Mais c'est naturel, moi je fais tout le temps aussi. Et du coup, il faut emmener le lecteur à ce qu'il regarde en haut. Là, l'attaque, elle part vers le bas, mais bon. Okay. Et toi, tu peux retravailler les planches à partir de cette vision-là aussi, ou il faut que tu repartes sur le principe du début ? C'est-à-dire les planches, tu peux quand même les retravailler là directement dans cette position-là ? Oui, clairement. D'accord. Clairement. Et en plus, avec justement, comme je te disais plus tôt, pas ici, mais plutôt, il y a comme je travaille maintenant avec des assistants, et il y a la fonctionnalité travail d'équipe, et qui permet en fait, les assistants peuvent télécharger le chapitre, et admettons, un des assistants travaille sur cette page, il y aura son petit icône là, et je verrai en temps réel ce que la personne fait quoi. Dès qu'elle enregistre, et c'est trop cool. Et du coup, pourquoi tu as des assistants ? C'était vraiment, en fait, le tome 2 avait eu du retard. Et pour le tome 3, comme c'était un tome assez costaud, je voulais pas qu'il ait du retard aussi. Je parle pas de japonais, donc... ça doit être ça. Ça doit être lui, oui. Et en fait, je voulais pas que le tome 3 ait à nouveau du retard, donc j'ai demandé à des potes, des amis, 2 sur 3 sont auteurs-autrices, un juste il dessine mais vraiment très bien, et donc ils m'ont donné un coup de main et ça m'a permis vraiment d'aller plus vite quoi. Et du coup ils te donnent un coup de main sur quoi concrètement ? Ils font les aplats de noir, ils font les trames et les speedlines parfois, là on peut voir sur la page en transparent. Les speedlines derrière ça, celles-là c'est moi qui les ai faites. Mais après tout ce qui est petite speedline, tout ça, ils en ont fait, et surtout les décors. Surtout les décors. Ce tome, c'est un décor avec beaucoup de cailloux, donc ils ont dessiné énormément de cailloux. Ils ont fait que des cailloux sur plus de 100 pages. D'accord. Ils doivent me détester, mais... Et quel conseil moi, tu leur j'ai pas donnes, fait de cailloux. Du coup, comment tu les diriges vers ce que tu veux ? Comme ils savent dessiner, en fait... moi vraiment le but c'était que le tome sorte vite. J'avais pas envie de prendre quelqu'un qui est en demande d'apprentissage entre guillemets. Je voulais pas être derrière, etc. Super, top. Donc comme ils savent déjà faire, je leur ai juste mis des annotations pour les trames par exemple, trame de 10, trame de 20, etc. Ils les posent. Et pour les décors, mes crayonnés étaient suffisamment détaillés. Par exemple, là, sur la case du milieu, il y a un décor fait par une personne qui est dans le public. Mais voilà, je dis pas qui. Et ici, là, dans le décor aussi, c'est une autre personne qui n'est pas là. Okay.
Mais du coup, il doit s'adapter à ton style. Moi, je leur donne des références Oui. de mangas qui me parlent, où les décors sont ce que j'aime en décor. Là, dernièrement, c'était Gashakuta, Dandadan, My Hero Academia. C'est vraiment... Gashakuta, Dandadan, c'est du truc très original, par exemple. Ou My Hero Academia, c'est plus du conventionnel, du décor conventionnel, où vraiment c'est du décor qu'on voit dans tous les shonen classiques. Mais là, voilà, là, ça, c'était mon crayonné avec lequel il travaillait. Il avait juste, techniquement, à repasser dessus en rajoutant sa patte, sans trop dénaturer le truc, avec les refs que j'ai donnés, quoi, tout simplement. Ok, très bien. On va faire un saut dans le temps. Donc, tu publies L'Île Berry, sur lequel tu es dessinateur. Tu es un scénariste, du coup. C'est ça. Ça fonctionne comment? Parce que là, on voit que du coup, tu es parti sur une série en solo. Mal. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était compliqué de partager le travail? Moi, je trouve que c'est très difficile de travailler avec un scénariste. C'est beaucoup de compromis, beaucoup de remise en question, beaucoup de va-et-vient, de ping-pong, tout ça. Honnêtement, je le ferai plus jamais, travailler avec un scénariste. C'est un truc qui me parle pas du tout. Si ça plaît à des gens, tant mieux, hein, mais vraiment, c'est pas un truc que pas que je conseille, mais si vous avez une histoire, faites-la. Faites-la, juste dessinez-la. Pas besoin d'être 2, 3, 4. Et toi, tu as des préférences, plutôt scénario ou plutôt dessin, du coup? Plutôt dessin. Moi, j'ai beaucoup travaillé le dessin, mais après, c'est parce que pendant longtemps, on m'a dit que je savais pas écrire, etc. Et du coup, en fait, ça te fout, ça te mine le moral. Et puis après, comment dire? Donc, j'ai plus valorisé le dessin, mais j'ai toujours voulu raconter mes histoires. Donc, à un moment, il faut s'y mettre. Donc, on s'y met, tout simplement. D'accord, très bien. Je vais poser encore 2-3 petites questions, puis je passerai dans le public si vous avez des questions. Et y réfléchissez-y tout de suite, comme ça au moins on évitera de dépasser 12h15, c'est le maximum que je peux me permettre de dépasser. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir dessiner, mais c'est pas grave, on va faire vraiment comme ça. La tablette, c'est catastrophique. Si vous voulez, vous passez sur ma chaîne Twitch, et puis là vous me verrez, j'ai mon matos. Ça marche, il n'y a pas de souci. Donc en 2020, il y a une étape importante dans ton parcours, je pense. C'est le prix, il y a le 100e prix Jump Tezuka au Japon qui est ouvert à l'international. Oui, pour la première donc fois. Il y a plein d'auteurs du monde entier, dont pas mal de Français qui se présentent, qui présentent leur manga. Leur one-shot. Ouais. Leur one-shot. Oui. Toi, j'ai lu, donc si je ne me suis pas trompé, tu as fait 55 pages en 45 jours. Oui, c'est ça. Mais c'est où que j'ai dit ça? Je parle trop. Et comment on fait 55 pages en 45 jours? Tu avais déjà un scénario, tu avais quelque chose? C'était le confinement. Ça aide. Ouais. Et en fait, j'ai fait toutes les pages sur Twitch. Donc il y avait une émulation un peu. C'était cool, les gens ils venaient voir comment on faisait des pages, etc. Il y avait vraiment un échange. Et les gens découvraient tout ça. Donc ça c'est cool. Et comment on fait on sort pas de chez soi et on fait que des pages du matin au soir. Et il y avait une date limite en fait. Oui. Les Japonais ils rigolent pas avec la date limite. Oui, c'est ça, tu t'y es pris un peu tard par rapport à l'annonce. C'est ça. En fait, L'Île Berry venait de finir. Ils annoncent le confinement et juste après ils annoncent le concours du Tezuka. Et j'étais en train de faire le dossier pour Reaper. Je me suis dit je vais mettre le dossier en pause. Et je l'ai fait en même temps. J'ai fait le dossier et les pages du Tezuka en même temps. Et voilà, tout simplement. Et du coup, cette histoire, tu l'as vu comment? Tu as essayé de faire une histoire qui pouvait se prolonger pour éventuellement faire une suite et la proposer à des éditeurs français, ou tu es parti sur... Non, même pas. En fait, j'ai toujours voulu faire une histoire sur la lucha libre, sur le catch, parce que j'aime bien le catch. Et je me suis dit, go, j'ai fait le storyboard, vraiment le storyboard en petit, tout petit dessin gribouillis, là. J'ai fait ça en 2 jours, vite fait. Et après, en 45 jours, j'ai fait les crayonnés, l'ancrage, tout ça, quoi. J'ai essayé de me mettre un rythme, un délai correct, concret, pour essayer de finir dans les temps et de tout simplement être professionnel, entre guillemets, quoi. Et du coup, c'est à partir de là que tu as commencé à te mettre en numérique
Oui, c'est ça. Je venais de finir Lil Berry. Le dernier chapitre du tome 3 de Lil Berry est en Digi sur Clip Studio. Et ça se voit que c'est le début. Parce que il y a beaucoup. Enfin, je venais de découvrir le logiciel. Ouais. Devil Dive Inferno, donc le one-shot que j'ai proposé au concours Tezuka. Il y a quelques trucs. C'est une de mes histoires préférées que j'ai faites. Je l'aime toujours autant. Mais ça se voit qu'il y a des trucs que j'apprenais sur le tas pendant mes streams. Et juste après, j'ai switché sur Reaper. Donc voilà, ça a permis vraiment, le Tezuka a permis une bonne transition pour Reaper, pour que les pages soient d'un niveau correct, entre guillemets, pour pas qu'on ait cette sensation de digital et qu'on ne dise pas « Ah, c'est du numérique ». Souvent, il y a ce côté froid du numérique, oui. Où il n'y a pas cette authenticité de la plume. Et donc, normalement, on ne devrait pas voir que c'est du numérique. Donc, ça va. Et du coup, tu présentes ton one-shot dans les temps, heureusement. Oui. Le jury est assez fou pour ce 100e. Il y a Oda, Toriyama... Takehiko Inoue, Kohei Horikoshi, Kazuo Kato et Tezuka Productions. Voilà, donc on a tous les dieux du manga. C'est ça. Et tu finis deuxième. Oui. Enfin, mon one shot finit deuxième. Ton one shot finit deuxième. Comment tu ressens ça? Toi, tu es déjà sur Reaper là, et tu ouais, en fait, moi, le jour où ils annoncent les résultats, c'est le jour où je suis en visio avec Ankama et je signe Reaper. Donc j'étais full dopamine. J'étais en explosion intérieure. En fait, il y avait mon téléphone qui sonnait de ouf. Genre, t'as fini deuxième, blablabla. Et j'étais en train de discuter du contrat de Reaper, tout ça. Et non, c'était plutôt cool. C'était mon anniversaire en plus. Donc c'était plutôt cool. Sacrée journée. J'étais pas bien. Je roulais par terre après. Et... Mais non, c'était cool. Moi, je réalise toujours pas. C'est quelque chose en fait, c'est pas quelque chose de palpable. Et en plus, comme je t'ai dit, j'ai pas pu me rendre à la cérémonie parce que j'étais malade, super, à cause de la ville d'Angoulême. Hein, je veux pas le dire, mais voilà. Mais il y a eu la cérémonie là, le 11 décembre où tous les lauréats sont allés récupérer ils leur ont offert une plaque en fer de leur one shot avec leur nom, le titre de leur one shot, etc. Normalement, ils devraient me l'envoyer par la poste, mais bon, c'est pas. D'accord. C'est pas très grave. Moi, il y a eu la publication. Je sais que Oda, Toriyama ont lu mon one shot. C'est déjà c'est quelque chose que je réalise pas. Oui. Il y a eu un commentaire de Oda et de Toriyama. J'en ai fait un mug de ce commentaire. Ah, c'est sûr qu'on n'a pas tous les jours des mots de Toriyama. C'est ça. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que lui, déjà, j'ai commencé par Dragon Ball, c'est le premier manga que j'ai lu, et lui, juste avec ce mot, il a marqué ma vie, et lui, il s'en fout, là. Il est chez lui, là. Ah bah oui, tout à fait. Il est en pyjama, là. Il est en pyjama, mais en même temps, il a été marqué par ton one-shot. S'il arrive deuxième, c'est pas pour rien. Il nous reste à peu près 10 minutes, du coup, je vais passer, et je vais le faire, si tu veux, ça sera plus simple. Et levez la main, comme ça, si vous avez des questions, on vient vous voir. Et désolé de ne pas avoir dessiné, vraiment passer sur Twitch. Merci beaucoup. Lâchez vos primes. Moi, je voulais revenir, c'était à la fois sur l'édition et en même temps sur le processus du manga. Oui. C'est quand tu vois qu'il y a une page, justement, tu parlais des erreurs de marge quand tu dépasses. C'est imprimé, on voit qu'il y a une erreur sur le manga, qu'il y a un morceau de texte qui est foutu. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des réimpressions? Là, pour les erreurs dont j'ai parlé, l'éditeur, elle le voit. Ça. Là, elle l'a vu, elle me l'a dit. Donc, j'ai pu retravailler le truc, j'ai pu rajouter du dessin, rallonger mon dessin jusqu'au bord. Là, tu vois les cases du bas. Il y a une case, la case du milieu. Le dessin ne va pas jusqu'en bas. Oui. Ça, c'est pas grave en soi, parce que c'est juste des plis. Mais là, oui, il y avait une case qu'elle m'avait dit. Le dessin ne va pas jusqu'en bas, ça peut couper. Et il y a une case, tu vois, il y a des trucs qui passent sous le radar. De toute façon, on ne peut pas tout voir parce que tu relis 200 pages toutes les semaines, tous les 2 jours, tu relis 200 pages et il y a des textes qui sautent, il y a un mot qui saute. Ça sature l'esprit au bout d'un moment. Et tout, Même si on est plusieurs à le relire, on est 4, 5, 6, à un moment, tu es la tête dedans, tu n'as pas suffisamment de recul. Mais ça va, c'est une lettre qui saute, un petit bout de dessin, c'est pas très grave. Tant qu'il n'y a pas une page qui saute ou quoi, ça va. Ça va. Et du coup, on imprime un manga pour tester et ensuite on... Elles font des tests d'impression, des petits tests d'impression, mais vraiment très peu, une page ou deux. Ou même, en fait, comme elles ont l'œil... Elles arrivent à le voir. Elles voient que le truc ne va pas jusqu'au bord de la page, donc ça va couper, quoi.
Ok, merci beaucoup. Merci à toi. C'est justement l'intérêt des traits, justement. Ça nous permet de voir là où ça va être coupé. Donc normalement, on peut le voir avant, même si malheureusement, des fois, c'est pas le cas. Je vais spoiler. Oui, du coup, moi, je voulais savoir surtout comment tu réfléchis tes trames, surtout au niveau des personnages. Est-ce que c'est par exemple pour l'effet que ça va donner pour l'harmonie, par exemple, s'il y a plusieurs personnages qui sont réunis, tu réfléchis comment les trames, les teintes et tout, ça va interagir entre les personnages et l'effet? Non, pas vraiment. Moi, j'essaie de mettre le moins de trames possible pour pas bouffer la lisibilité de la page. Là, par exemple, il y a une trame au premier plan sur le bras pour montrer que le monstre est au premier plan. Il y a une trame sur tout le personnage là parce qu'il est en action. Ça, il fait sa roulade et en fait, c'est cette action-là qui est plus importante. Je sais pas si on voit. Et après, pour tout ce qui est trame du pantalon, du casque ici, c'est plus des trames pour indiquer des couleurs. Souvent, c'est pour le noir, tout ça. Mais les trames, comme je disais au tout début, en fait, c'est un truc que je réfléchis pas. J'intellectualise pas la façon dont je mets mes trames. J'essaie de faire au mieux niveau lisibilité. Et pour quand il y a deux trucs qui se superposent, je sais pas si j'ai une page, mais là, c'est encore en train de cracher. Donc, je sais pas si j'ai une page qui pourrait montrer ça. J'essaie de pas coller les deux personnages pour pas qu'ils soient fusionnés. Je sais pas si j'ai Oui, ça crache. Tu travailles surtout le trait en fait, c'est ça? Oui. C'est la trame, c'est un plus qui va venir aider. Là, là ça spoil de fou, mais là il y a juste un dégradé. Top. C'est pas ça que je voulais voir. Là, tu vois, il y a juste un dégradé en haut qui va venir montrer une ambiance. Là, il y a un dégradé sur le personnage pour montrer qu'elle est couverte par le truc. Mais sinon, il n'y a pas non plus trop de trame. Il y a une trame là pour montrer que c'est de l'eau, enfin du liquide. Et c'est tout, sans plus. J'essaie d'en mettre le moins possible parce que c'est beaucoup de taf. Même si c'est plus moi qui le fais, c'est beaucoup de taf quand même. Et il faut y réfléchir en plus au préalable à se dire, là, je vais mettre telle trame, ça va avoir tel effet. Peut-être que celle-là ne va pas fonctionner. Si je mets un dégradé, peut-être ça va être mieux. Il y a plein d'essais avant, mais j'essaie d'en faire le moins pour aller au principal. Ok, merci. Oui, alors tu as dit que tu avais des assistants. Je voulais juste savoir comment tu les choisissais. Déjà, où est-ce que tu les trouvais et comment tu savais que tu pouvais leur faire confiance dans ton manga, en fait, pour travailler avec toi. Là, les 3 qui m'ont aidé, en fait, c'est des potes déjà. Donc je connais leur travail, je sais comment ils dessinent et tout. Donc la confiance était là de base. 2 sont auteurs-autrices, donc ils ont déjà fait du tome, ils ont déjà fait de la page, etc. Donc là, en fait, les assistants entre guillemets que j'ai choisis, c'était vraiment pour me donner un coup de main pour que le tome sorte pas en retard. C'était vraiment pour me sortir de l'eau, etc. Pour aller au plus vite. Peut-être plus tard, quand ils seront sur leur projet, qu'ils auront plus le temps, je serai en recherche d'assistants. Et là, j'ai pas réfléchi à comment je ferais pour chercher des assistants. Peut-être que je ferai une annonce sur mon Discord ou sur Twitch ou sur les réseaux tout simplement pour voir ce que ça donne. Mais je ferai pas travailler gratuitement quelqu'un sur mes pages pour voir. Je demanderai à voir ce que la personne fait déjà de base, et si ça me correspond, si ça correspond à ce que à Reaper, tout ça, ce qu'elle pourrait apporter à Reaper, let's go, tout simplement. Et t'avais pas peur de pas t'entendre avec eux, par exemple, après je les déteste, donc. non, pas dans ce sens-là, mais par exemple qui proposent. Que finalement ils fassent pas ce que t'attends, je sais pas quoi. Il y a plusieurs cases où c'était pas ce que j'attendais. Et là, j'étais obligé d'être un type que j'aime pas du tout, une espèce de patron qui revient derrière et qui dit là, il faut que tu refasses la case. Et il y a plusieurs fois un des assistants où j'ai dit là, il faut que tu refasses la case 3-4 fois parce que ça correspondait pas à ce que je cherchais. Et la personne au final a fait la page comme il fallait et c'était nickel. Avec les refs fournis, etc. C'était nickel. Je sais pas si je peux montrer, il y a tout qui va crash. Est-ce que c'est ce chapitre, je crois?
Mais ouais, j'ai dû me faire violence et essayer de leur dire là, il faut que tu refasses, là, il faut que tu retravailles ça. Et tout. C'est super chiant à faire. C'est vraiment horrible d'être un patron. Enfin, c'est même pas un patron, je suis pas un patron. Le temps que ça s'ouvre, si ça s'ouvre, est-ce qu'il y a d'autres questions? T'as dit que tu essayais de te rapprocher, que ça se voit pas que c'est du digital, mais du coup, avec quoi t'as joué surtout, parce que je sais qu'il y a les brushes et des trucs comme ça, et aussi comment t'as choisi ton format exact, parce que je vois que t'as 1200 ppp par exemple. Oui. Le 1200 dpi c'est obligatoire déjà pour les pages en noir et blanc. Après en couleur c'est du 600. Noir et blanc, monochrome, bitmap, tout ça c'est obligatoirement du 1200 pour le plus de détails possible. Et pour le format, en fait c'est le format d'impression. Le bouquin il est imprimé en 11 par 18, je crois. 11,5 par 18. Donc moi j'ai créé mon gabarit en 11 par 18. En plus en 12,5 par 19 pour la marge. Et je travaille dessus. Et pour le côté numérique, je sais pas du tout. En fait, moi, j'ai pas travaillé de brush, j'ai pas téléchargé de brush particulier ou quoi. C'est les brushes de base, sauf dernièrement sur le tome 3, où là, oui, j'ai pris un brush, mais sans le modifier, un brush qui s'appelle IMO, H-I-M-O, que j'ai renommé Géronimo. Et en fait, attends, je vois rien. Et du coup, non, j'ai pas retravaillé ou quoi mon brush. Bon, c'est tout en japonais, donc tant pis. Je parle pas japonais, malheureusement. C'est juste pour afficher. Ah, yes. Je suis un boomer en plus de ça. Ça, c'est le dernier chapitre du tome 3, au cas où. Si vous voulez être bien spoilé. Déjà, ça spoil. Ça, par exemple, c'est une page full assistant. Moi, j'ai juste écrit le titre, là. J'ai fait le crayonné, mais tous les cailloux ici, c'est les assistants qui les ont faits. J'ai dessiné les impacts, mais tout l'intérieur des impacts, c'est eux. Les speedlines, c'est eux. Les colonnes en pierre, c'est eux. Les trames en dégradé, c'est eux. Moi, sur cette page, vraiment, j'ai pratiquement rien fait. J'ai rajouté du flou là, sur le caillou, mais c'est tout. Bien le bonjour. Bonjour. Moi j'avais une question, donc j'ai lu le premier tome de Reaper, donc oui. Pas les autres, donc j'ai été spoilée. T'as été spoilée, ouais. Mais c'est pas grave, ça va aller quand même. J'avais remarqué que dans le premier tome, en tout cas, les combats étaient très dynamiques, on ressent bien ça dans la manière dont tu les dessines. Donc j'ai un peu deux questions en une. Oui. Est-ce que tu as une scène que tu as plus appréciée que les autres pour justement dessiner dans la dynamique? Et est-ce que tu as un personnage que tu apprécies mettre en scène justement dans ces combats? Dans le tome 1, du coup ou... Tu peux spoiler après aussi, hein, mais ouais. Dans le tome 1, pourquoi pas? Moi, dans le tome 1, ma scène préférée, c'est la scène de Junk avec ses parents, entre guillemets. C'est la scène que j'ai le plus aimé faire. C'est vraiment pour cette scène que je voulais faire le Reaper, entre guillemets, en tout cas le premier chapitre. Et un personnage que j'aime mettre en scène, j'aime bien tous mes personnages, même les cons, quoi. Peut-être Crappy, même si on ne le voit pas beaucoup. Crappy, ça reste un de mes personnages préférés. Et voilà. Merci. Super. On peut poser une dernière question, si vous voulez. Puis après, on sera obligé d'arrêter. Il n'y en a plus. Moi, j'en ai une, alors. Ah, allez-y. C'est pour le prix Tezuka. Tu l'as écrit dans quelle langue, du coup, ton spin-off, enfin, dans ton one-shot? En anglais. C'était obligatoirement en anglais. Le français était automatiquement supprimé. Donc, c'est en anglais. Ils l'ont traduit en japonais pour le faire lire au jury. Et après, il a été posté sur leur site en numérique. En fait, ça devait être imprimé en papier. Ça n'a pas été le cas. Du coup, je ne sais pas pourquoi. Ça a été posté en japonais et en anglais. Et il est disponible en anglais sur Manga Plus Creators, en libre accès, gratuit, tout ça. Il y a le premier chapitre de Reaper aussi en anglais sur Manga Plus Creators. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, ma petite dernière question, donc tu parles de Twitch depuis tout à l'heure, de ta chaîne. Déjà, est-ce que tu peux dire le nom de ta chaîne déjà? Géro CJD.
tout Ok. simplement. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant que créateur, en tant que dessinateur, auteur, d'être sur Twitch et de dessiner en direct? Qu'est-ce que... J'ai créé ma chaîne Twitch pendant le confinement. Donc déjà, c'était pour le rapport avec les lecteurs, lectrices, tout ça. Pour garder du contact, entre guillemets, et puis pour montrer mon travail, pour faire découvrir mon travail, tout simplement. Je sais que beaucoup de gens ont découvert mon travail, et notamment Reaper, grâce à Twitch. Et puis, c'est un petit palliatif aux dédicaces. Les gens viennent, découvrent le travail. Ceux qui connaissent déjà posent des questions, on discute, on rigole. Enfin, on dit beaucoup de merde aussi, mais principalement, je parle beaucoup de politique aussi. Et ça te déconcentre pas pendant le travail? Si. En fait, quand je stream, je sais que je vais pas avancer. D'accord. C'est automatique. Là, dernièrement, je faisais des pages couleurs, donc ça va. Mais quand j'encre que des petites cases, des trucs pas trop compliqués, qui prennent pas trop la tête. Parce que j'aime bien. Si je stream, c'est pour discuter avant tout, c'est pour papoter. Donc c'est pas pour me prendre la tête sur une case. Ça m'est déjà arrivé. J'ai coupé le stream et tout, donc ça sert à rien. Donc voilà. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça. Ben, merci. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous. Désolé pour les petits problèmes techniques, mais bon, voilà, on a pu discuter aussi d'autres choses et c'était très intéressant. Merci. J'ai pas dessiné, mais venez sur Twitch.